En Algérie, a eu un entretien hier dimanche avec le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M. Kamel Beljoud, rapporte d'ailleurs ce site d'information. À l'issue de cet entretien avec le ministre algérien de l'Intérieur, Idriss Dakoni Adiker a indiqué que sa visite entre dans le cadre de la coopération dans le domaine sécuritaire. Le ministre tchadien a exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine sécuritaire, selon bien sûr les informations que relaie ce matin Tchad Info. Tchad Info toujours avec le Rwanda qui sera l'unique pays de l'Afrique subsaharienne avec une croissance de plus de 6% en 2022, selon bien sûr les prédictions de la Banque mondiale. Il faut dire que le journal rapporte que cette année, le Rwanda sera le seul pays d'Afrique subsaharienne à enregistrer donc une croissance de plus de 6%. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 7 juin par la Banque mondiale avec une croissance attendue précisément de 6,8%. Le pays des 1000 collines devrait enregistrer la plus forte croissance de la région. Selon le rapport, il devrait être suivi de la République démocratique du Congo pour laquelle l'institution table sur une croissance de 6% durant cette année 2022. Du côté du Gabon, nos confrères de Gabon Actu titre en économie avec ce fait divers: le patron du trésor public gabonais victime d'une usurpation sur Facebook. Selon le journal ce matin, des individus malveillants ont donc usurpé l'identité et les fonctions de Franck Yann Koubé, directeur général de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en créant un faux compte Facebook à partir duquel il diffuse des messages donnant l'impression qu'ils émanent du Trésor public gabonais ou de son directeur général. L'alerte est donnée donc ce matin dans un communiqué rendu public par nos confrères de Gabon Actu. Du côté du Cameroun, le site gouvernemental Cameroun Tribune titre ce matin en une: propos irrespectueux sur le Cameroun, ça sent l'intox. Selon le journal, dans un communiqué signé vendredi dernier à la suite d'un échange entre le président de la République française Emmanuel Macron et l'activiste camerounais Wilfried Ekanga, le gouvernement par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi exprime sa désapprobation face à ces sorties à répétition qui tentent à jeter du discrédit sur les institutions camerounaises et celui qui les incarne. Il invite par ailleurs le président français à ne pas se laisser distraire par des individus ayant perdu le sens du patriotisme. À lire donc ce matin de la page 4 à la page 10 du quotidien gouvernemental camerounais Cameroun Tribune, qui revient également ce matin sur environ, on va le dire comme ça, les propos de Samuel Eto'o à l'occasion bien sûr de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Mutation, toujours du côté du Cameroun, avec Yaoundé, Paris en une, poussée d'adrénaline. Selon le quotidien Mutation ce matin, un échange insolite entre le président français et un soutien de Maurice Kamto du MRC sur l'état de la démocratie au Cameroun provoque le courroux du pouvoir. On en parlait tout à l'heure avec Cameroun Tribune et cette sortie bien sûr du ministre camerounais de la communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. Une information également relayée ce matin dans le quotidien Mutation. On parle de défis actuels du côté du Cameroun toujours avec les finances publiques. Des recettes pétrolières chutent à 4082,2 milliards de francs CFA en 2021. Elles sont inscrites, nous apprend le journal ce matin, en baisse de 10% par rapport aux objectifs, soit un recul de 53,8 milliards de francs CFA. Une information que vous pourrez retrouver ce matin dans Défis actuels, notamment en page 3. Cette revue de la presse de ce lundi 13 juin, on la termine du côté de la France, le continent européen, qui titre en une ce matin le journal Libération: baston législatif 2022 entre la NUP et Ensemble, la lutte finale. Selon le journal ce matin, la gauche unie est au coude à coude avec le parti présidentiel au premier tour des législatives. Un exploit réalisé grâce notamment à l'union sous une même bannière. Le Rassemblement national reste quant à lui loin derrière. Une information à retrouver ce matin dans libération.fr. Du côté de nos confrères du Figaro, on titre également sur les résultats et à l'élection législative
législatives. Selon le journal ce matin, Éric Zemmour et Blanquet éliminés au premier tour. Par contre, Elisabeth Borne et Marine Le Pen, quant à elles, qualifiées pour le second tour. La NUP et Ensemble sont plus que jamais au coude à coude, devant le RN au premier tour. Tous ces résultats donc de ces législatives, du moins pour ce qui concerne le premier tour, sont à retrouver également ce matin dans le Figaro. Les chiffres du ministère de l'Intérieur qui accèdent au second tour, quels sont les scores des partis et nuances politiques, les réactions des candidats ainsi que les scores des différents ministres. Toutes ces informations sont contenues ce matin dans le Figaro. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette revue de la presse, livraison du 13 juin 2022. Bonne émission à vos fautes dédiées ainsi qu'à vos invités. Merci à vous, Monsieur Nguéné, pour toutes ces informations. Le rendez-vous est donc pris pour demain avec une autre séquence consacrée, bien sûr, aux informations telles que parues par nos confrères de la presse écrite et bien sûr cybernétique. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez-le, le programme c'est For You Matin. Et pour ce matin, nous nous intéressons justement à la sortie de Mohamed Bazoum qui appelle donc le Mali et le Burkina Faso au secours justement dans cette lutte contre le terrorisme qui menace le Sahel, mais surtout la zone des trois frontières. La question, du moins l'une des questions que l'on se pose ce matin, est bien sûr celle de comprendre ce revirement à 180 degrés du président nigérien qui, par le passé, n'a jamais caché son opinion sur la gestion gouvernementale du colonel Assimi Goïta. Et surtout, lorsque ce dernier a décidé de faire sortir le Mali du G5 Sahel, l'on a toujours vu le président Bazoum réagir suite, bien sûr, à ce retrait du Mali du G5 Sahel. Et encore quelques temps bien avant cet autre acte posé par le gouvernement malien, le président du Niger s'était plusieurs fois déjà prononcé sur ce qui se passe du côté du Mali, ce qui lui avait donc valu des manifestations, mais également des réactions des populations maliennes qui demandaient donc à ce dernier de s'occuper de son pays et de laisser le Mali aux Maliens. Et donc, depuis jeudi dernier, lors de sa tournée du côté, dans l'ouest du Niger, plus précisément à Terra, Mohamed Bazoum a appelé de vive voix le Mali et le Burkina Faso au secours dans la lutte contre le terrorisme. Nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec nos différents invités. Déjà, Monsieur Hamzat, qui est à notre compagnie. Bonjour, Monsieur Souleymane Hamzat. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Linda, bonjour à la galaxie patriotique panafricaine, bonjour à mes co-panélistes et surtout aux techniciens qui font un magnifique travail en étant dans l'ombre, des techniciens qu'on ne présente pas souvent, à qui nous apportons tout notre soutien. Et j'espère que cette émission sera l'occasion pour nous de parler encore une fois d'un super valet de la France-Afrique qui se mélange les pédales et qui a complètement la tête dans les nuages. Alors, cette sortie du président Mohamed Bazoum, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous pouvez l'analyser? Ben écoutez, vous voyez, c'est encore une fois une incohérence parmi celles passées, à savoir celles qui étaient d'ordre diplomatique, d'ingérence dans les affaires du Mali. Il est quand même incohérent, après avoir déballé tout ça par rapport au Mali, de revenir quand même demander au Mali d'avoir une synergie d'action au niveau du terrorisme. Mais c'est la preuve, vous voyez, Madame Linda, que d'autre part, le Mali a bien su prendre ses responsabilités. Le Burkina, qui est venu avec le colonel Sandaogo Damiba, a compris que le terrorisme pouvait être combattu par les Africains eux-mêmes. Ensemble, qu'ils vous souviennent, il y a quelques semaines, ils ont pris l'initiative d'avoir une force conjointe, bipartite, entre le Burkina et le Mali. Ce qui conduit d'ailleurs ces derniers temps-ci à un nettoyage complet au niveau de leur zone, en tout cas au niveau de leur territoire respectif, en ce qui concerne la zone des trois frontières. Malheureusement, le Niger, qui s'est souvent résilié,
aux actions panafricaines, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Alors, si tel est qu'il a vanté pendant des mois, n'est-ce pas, la France et ses différentes forces, à savoir Barkhane, Takuba et je ne sais quelle autre force ils veulent créer au Niger, ben, il serait, n'est-ce pas, préjudiciable pour lui de faire recours à cette France-là que d'appeler aujourd'hui le Mali et le Burkina à la rescousse. Je pense que c'est une décision irresponsable de sa part, n'est-ce pas, en ce sens-là que ceux que vous attaquez, par derrière, vous venez leur demander du secours. Hamzat, est-ce que cette sortie du président nigérien Mohamed Bazoum n'aurait pas-elle été impulsée peut-être par l'Occident, on va le dire ainsi, parce que c'est un secret de polichinelle, l'on sait pour qui roule M. Mohamed Bazoum? Tout à fait. C'est une analyse très pointue, une excellente réflexion de votre part, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont des stratèges militaires, ben oui, Bazoum, il faut s'en méfier. Pour quelqu'un qui a longtemps vanté l'ennemi et qui revient à vous, ben, il faille faire très attention. Vous voyez, depuis un certain temps, la France est complètement coupée de la stratégie de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Au Mali, au Burkina, et même dans les autres pays comme le nord, le sud de l'Algérie et ailleurs. Donc la France étant complètement écartée, elle n'a plus de données, elle n'a plus de repères. Alors il faut retrouver un moyen de rentrer dans le jeu à nouveau. Alors comme le valet est en place, il faut l'utiliser pour rentrer dans le jeu. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, mon voisin me disait hier que vraiment il faut avoir honte de certains chefs d'État. Certains chefs d'État qui souffrent le chaud et le froid en même temps. À sa place, revenir demander au Mali d'aller et au Burkina d'aller dans une synergie d'action dans le cadre du terrorisme, je pense que cela vaudrait dans d'autres républiques plus sérieuses sa démission. C'est quelqu'un qui est incohérent, n'est-ce pas, qui ne sait pas là où il est allé et qui veut de nouveau donner la chance, une chance, n'est-ce pas, maudite à cette France-là qui étale le terrorisme à tout va dans nos États, de s'immiscer de nouveau dans la stratégie de reconquête surtout des trois frontières. La France a perdu pédale dans les trois frontières, n'oubliez pas, et de ces derniers temps-ci, l'armée malienne, surtout, et burkinabé en deuxième, sont en train de mater les terroristes, n'est-ce pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons un repli tactique des terroristes vers le Niger. Il y a même une grande bande au niveau du village, des villages qu'il a parcouru tout dernièrement, qui est un non-masselant total au niveau du Niger. Je pense, à mon avis, s'il était cohérent, il aurait dû appeler la France pour aller l'aider à nettoyer ce milieu-là, que de faire recours, n'est-ce pas, aux vaillantes armées du Burkina et du Mali. D'accord. Alors aujourd'hui, face à cet appel, quelle peut être la réaction, justement, malienne? Mais à mon avis, Monsieur Hamzat, si vous étiez du côté du Mali, s'il vous était donné aujourd'hui d'être à la place du colonel Assimi Goïta, ce serait quoi votre réaction à la suite de l'appel d'un ennemi connu? On va le dire comme ça. Ah ben écoutez, si j'étais à sa place, j'aurais eu deux réactions. Ouais. La première, c'est qu'il faut abandonner un peuple en difficulté, le peuple nigérien, puisqu'il s'agit de lui. Il ne s'agit pas du président Bazoum et de son gouvernement. Donc, dans ce sens-là, le président Assimi Goïta apporterait volontiers, n'est-ce pas, un appui, mais à la seule condition, je dis bien la seule condition, que l'itinéraire, les moyens d'action, les réflexions en vue de reconquérir le territoire du côté nigérien soit dans le cadre d'une synergie d'action décidée de commun accord. Le deuxième point, et c'est là où il faut être méfiant, par contre, si j'étais à la place du président Assimi Goïta, je vous l'ai dit tantôt, la France n'abandonne jamais. Elle a beaucoup de difficultés à abandonner, surtout, n'oubliez pas, qu'une bonne partie, n'est-ce pas, de l'uranium qui sert à électrifier la France vient du Niger.
Si le Niger arrivait à basculer, comme c'est le cas au Mali et au Burkina, je pense que la France se retrouverait en complète difficulté. Alors, l'occasion est pour la France aujourd'hui, n'est-ce pas, une opportunité de relancer Bazoum qui ne fait que, qui est sous le dictat de cette France-là, n'est-ce pas, pour s'initier de nouveau dans la stratégie de conquête, n'est-ce pas, et de nettoyage du terrorisme, surtout au niveau des 3 frontières et surtout dans le Sahel. La France est complètement écartée et sur ce point, les autorités maliennes, les stratèges militaires doivent faire très attention à ce qui se dit, surtout dans le cadre du partage du renseignement, parce que je vous l'ai souvent dit sur vos antennes, un chef qui est bien renseigné, c'est un chef qui sait prendre les décisions. En un mot, je dirais que, disons que la clé, le renseignement est la clé du chef. Renseignement qui est donc la clé du chef. Alors, Souleymane Hamzat, cette invitation justement du président Bazoum peut-elle être considérée ici comme un appel piège? Oui, je vous l'ai dit, ça peut être considéré comme un appel piège, puisque la France aujourd'hui se sent complètement écartée du jeu. Elle est nettoyée à tout point de vue. Vous voyez même le Mali, les Maliens aujourd'hui crient au départ de la MINUSMA. C'est la seule force qui aujourd'hui reste encore au niveau du Mali et qui peut de manière directe renseigner la France. Heureusement que les autorités maliennes ont pris le cran, ont pris la décision, n'est-ce pas, de limiter leurs actions sur le terrain, surtout dans le cadre de la survol du territoire, d'éventuelles patrouilles et autres. Vous voyez que la MINUSMA est limitée. Donc aujourd'hui, la MINUSMA n'a même plus raison d'être au Mali. Par conséquent, le président malien doit prendre ses responsabilités et continuer à se méfier du président Bazoum, qui d'ailleurs a été un ennemi déclaré à la face du monde. Il a toujours attaqué le Mali par des propos inamicaux. Donc je serai de son avis. Si d'une part, il décide de ne pas répondre, et je me serais un peu plaint parce que Bazoum ne représente pas tout le peuple nigérien. Et en ce moment, c'est le peuple nigérien qui subit les affres, n'est-ce pas, du terrorisme. J'ai envie de dire, hein, il y a la population malienne, on se souvient justement, la sortie du président nigérien, lorsque justement il donnait sa position relativement à la politique appliquée par Assimi Goïta. Il y a cette population qui avait massivement répondu au président Mohamed Bazoum. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il s'agirait tout simplement au colonel Assimi Goïta de prendre ses décisions sans toutefois avoir l'avis du peuple? Si on s'en tient à ce que vous avez dit tout à l'heure, si jamais vous étiez à la place d'Assimi Goïta, est-ce que le peuple malien n'a pas également sa position à donner suite, bien sûr, à cet appel de Bazoum? Madame Lida, vous comprendrez, si nous devons faire le bilan du président Assimi Goïta dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'il a souvent consulté les Maliens, à tous les niveaux d'ailleurs. Il ne fait pas des réunions sporadiques, il va à la rencontre du peuple dès que c'est nécessaire. Il y a des émissaires sur le terrain qui sont envoyés pour consulter, n'est-ce pas, toutes les couches et catégories socio-professionnelles et confessionnelles du Mali, n'est-ce pas, dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Le président Assimi Goïta actuellement est dans une phase décisive. Vous voyez d'ailleurs même qu'hier ou avant-hier, il a convoqué un comité, n'est-ce pas, de réflexion sur la nouvelle constitution du Mali. C'est quelqu'un qui n'attend pas, il est dans une logique, il avance, une logique qui semble positive pour son peuple. Je pense que si le peuple malien était écarté des décisions que prend souvent le président Assimi Goïta, je pense qu'il y aurait eu un couac. Le peuple est en adéquation, en totale adéquation, n'est-ce pas, en tout cas à plus de 90% avec son président. Alors, sur la question du Niger,
Je pense que le peuple, n'est-ce pas, ne réclame que cette communauté, n'est-ce pas, au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. Que vous preniez le peuple togolais ou béninois ou ivoirien et autres, nous sommes les mêmes. Ce sont nos dirigeants, n'est-ce pas, qui foutent le bordel, permettez-moi le terme, qui sont souvent dans des réunions à ne pas s'en arrêter, ils sont souvent dans des sommets, c'est devenu un dîner de gala perpétuel, et malheureusement, à l'issue de ces sommets, n'en découle aucune décision véritablement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On est dans un dilatoire incessant, et cela ne permet pas, n'est-ce pas, aux populations de se retrouver. Et qui vous souviennent aussi que quand l'embargo a été lancé, vous souviendrez que au niveau de la frontière du Sénégal, par exemple, le peuple sénégalais s'est levé pour aller ouvrir les frontières de force. C'était le même cas au niveau de la Côte d'Ivoire, ça a tenté, mais bon, avec des coups de feu et tout ce qui s'en est suivi, ils ont réussi à la refermer. Mais vous rendez compte que, par exemple, dans le cas du Sénégal, les peuples, ils s'entendent bien, et les peuples même crient, n'est-ce pas, au désarroi par rapport à ces sanctions irréfléchies qui sont prises par, n'est-ce pas, nos chefs d'État au cours de ces sommets. Et il faille aujourd'hui que les peuples aussi rentrent en synergie de nouveau dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Si les peuples, je vous donne un exemple, ne s'étaient pas levés sur le convoi qui traversait depuis la Côte d'Ivoire à Gao et à stipuler que de telles manœuvres ne doivent plus avoir lieu sur nos territoires, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait un va-et-vient incessant, n'est-ce pas, d'armes, de munitions et même d'échanges de terroristes entre États. Aujourd'hui, les populations sont éveillées et sont prêtes à parer à toute éventualité face à des dirigeants irresponsables qui ne savent que faire. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Souleymane Hamzat, pour voilà, ce premier jet de parole. Sur ce plateau, il est également là, votre copanéliste, à qui vous avez passé le bonjour tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Monsieur Célestin Djamel, homme politique camerounais, président de l'Alliance patriotique et bien sûr républicaine. Et voilà, l'auteur du livre à succès, Cameroun, le changement, c'est maintenant. Bonjour à vous, Monsieur Célestin Djamel, et merci d'être là. Bonjour, ma chère Linda. Bonjour à tous les téléspectateurs de For You TV. Merci de m'avoir convié à cette émission du matin. C'est un plaisir d'être là. Un plaisir qui est également partagé par tous les téléspectateurs de For You Télévision. Alors avec vous tout à l'heure, nous allons parler de ce qui nous réunit ce matin avec cette sortie du président Bazoum qui appelle donc le Mali, mais également le Burkina Faso au secours dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières, précisément du côté de Terra. Mais bien avant d'y revenir, une page informative s'impose. Vous êtes sur For You Télévision, bienvenue à ce flash d'information. La nouvelle étape est franchie dans la création d'une prochaine constitution au Mali. Le colonel Assimi Goïta, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022, a signé un décret relatif à la création d'une commission dans laquelle les membres nommés devront travailler sous la tutelle et bien sûr rendre une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. À cet effet, le groupe de travail, composé d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts, pourra consulter l'ensemble des forces vives du pays, soit les partis politiques, la société civile, mais aussi les groupes armés signataires de l'accord pour la paix, les organisations religieuses et également les autorités traditionnelles. En Libye à présent, alors que des affrontements entre 2 milices ont secoué Tripoli vendredi soir, l'un des 2 premiers ministres, Abdelhamid Deba, a ordonné aux membres de la force militaire Nôtre 444 d'intervenir pour ressusciter la zone et protéger bien sûr les civils. Selon une source sécuritaire, les combats ont éclaté en fin d'après-midi à Souktal, quartier résidentiel de la capitale. Des images diffusées par des médias libyens montrent clairement des personnes civiles fuyant de part et d'autre dans les rues.
D'après les informations parvenues à notre rédaction, une personne aurait perdu la vie dans ces affrontements, conduisant également à d'importants dégâts matériels. Aux États-Unis, à présent, malgré une demande d'urgence aux organisations non gouvernementales de rejeter le projet controversé au Royaume-Uni, ils ont pourtant accepté cela aujourd'hui. Alors le juge de la Haute Cour de Londres, Jonathan, qui examinait l'affaire en urgence, a déclaré qu'il était important dans l'intérêt public que la ministre de l'Intérieur puisse mettre en œuvre des décisions de contrôle de l'immigration. Pour donc contrer à cette affaire, les organisations caritatives britanniques, dont Carrefour Calais et Detention Action, prévoient de faire appel. Et puis parlons trafic. Le trafic des pièces telles que des plaquettes de frein et des filtres à huile a des répercussions énormes dans l'économie sud-africaine. Cette année encore, la police sud-africaine a découvert dans un entrepôt à Johannesburg de faux roulements pour véhicules, estimés à près de 20 millions de dollars américains. Pourtant, selon de nombreux experts, l'utilisation de ces contrefaçons mettrait en danger la vie de leurs utilisateurs. À cet effet, les organismes automobiles sud-africains tels que Tier Equipment and Power Association travaillent à la création d'une ligne téléphonique d'alerte où les consommateurs et les entreprises automobiles pourront signaler les activités frauduleuses. Nous sommes en religion à présent. Le pape souffre de fortes douleurs au genou droit et apparaît en fauteuil roulant depuis plus d'un mois. Telles sont donc les raisons évoquées par le Vatican, justifiant le report sans donner de délai à la visite africaine du pontife sur le conseil de ses médecins. Un report qui n'enchante pas plus d'une personne. À Goma, par exemple, en République démocratique du Congo, les habitants, malgré leur déception, continuent de prier pour le voir rétablir et revenir bien sûr dans leur pays. On pensait que sa visite à Goma et au Nord Kivu pourrait avoir une influence pour que nous puissions trouver la paix, déclare Ndinda, vivante à Goma. Avec dans l'intensification des combats dans l'est du pays depuis novembre dernier, au moins 170 000 civils ont été déplacés. Le souverain pontife devait venir promouvoir la paix dans cette région déstabilisée par de nombreux conflits, car pour beaucoup, sa parole aurait pu avoir un impact sur la paix dans ces provinces en risque. Et puis en sport, sortons par là, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023. À l'occasion de la 12e journée du groupe C, le pays de Roger Mila, le Cameroun, s'est imposé face au Burundi. Loin de ce résultat, c'est plutôt la sortie du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui ne cesse de faire le tour des médias. Dans une vidéo devenue donc virale sur les réseaux sociaux, l'on peut voir et entendre Samuel Eto'o-Fils exprimer son mécontentement vis-à-vis des joueurs de la sélection nationale du Cameroun. Malgré de nombreux reproches à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils, les footballeurs camerounais le félicitent et l'encouragent par ailleurs à vouloir ressortir le meilleur en ses joueurs, car, disent-ils, ils en sont capables. C'est tout pour ce flash d'informations en langue française. Ça se poursuit en langue anglaise. Greetings to you all watching. Welcome to the news brief on 4U TV. Let's begin in the United Kingdom, where despite the emergency bid by a non-governmental organization, the controversial plan of migrant deportation to Rwanda goes ahead. A British judge refused to ground a flight due to take 30 asylum seekers to Rwanda. An arrangement made between both countries since last April. Everything being equal, the first flight bringing migrants to Kigali will take off next Tuesday. The British government reassures the people that this policy is in the public interest, saying it welcomes refugees who come to Britain by approved route but want to put criminal smuggling gangs out of business. In the United States of America, after almost a year of investigations, the Democratic-led U.S. House of Representatives Select Committee opened the Congressional
inquiry which accuses former U.S. President Donald Trump of orchestrating last year's Capitol riot as Trump's supporters stormed the Congress on January 2021 as lawmakers met to certify Joe Biden's elections victory. The hearing also featured a recording of testimony by Ivanka Trump, the ex-president's daughter, attesting that her father planted the riot. Donald Trump is accused of insurrection. In France, the French prosecutor laid out their demands for sentences in the historic Paris trial of 20 men suspected of critical role in France's worst peacetime attack, the Islamic State group killing of 130 people on November 13, 2015. They recommended a life sentence without possible of parole for the main suspect, Salah Abdeslam, and for the 19 other accused of various degree of assistance to the killers. For 3 of them, the prosecutor requested standard life sentences. The 3 prosecutors summarized 9 months of testimony since the start of the marathon trial, held in a specially built secure complex inside Paris' original 13th century Justice Palace with 12 overflow rooms to accommodate victims, lawyers, and journalists. 14 of the defendants have been in court. 6 absent, are presumed dead but not confirmed. In Equatorial Guinea, Vice President Teodoro Nguema Obiang threatened to expel French ambassador over a row triggered by the corruption case in Paris. Indeed, last year, a top French court upheld a 3-year suspended term against Obiang over a property bought in France worth $113, a decision which the Equatorial Guinean vice president could not understand. Thus, he issued an ultimatum threatening to expel the French ambassador from his country if the decision is not revoked. In Mali, the leader of the military transitional government, Colonel Assimi Goïta, created a body in charge of writing a new constitution. He is in charge of choosing the members of this committee, who will have the assignment to present to him a draft version of the constitution in 2 months. The composition of the team includes a president, 2 rapporteurs, and experts. This decision comes just days after the military government announced it will stay in power for 2 years before organizing democratic elections in March 2024. On the Rwanda Democratic Republic of Congo crisis, Rwanda's Ministry of Defense says Democratic Republic of Congo has fired 2 rockets into the western part of its country, causing no casualty but terrifying the population at the border. Rwanda and Democratic Republic of Congo have had tense relations since the genocide of 1994 in Rwanda. The tensions have escalated recently between both countries as Kinshasa is accusing Rwanda of backing M23 rebels. Kigali has requested for a regional investigation since May 2022. In Cameroon, in sport, the 18th Cameroon International Cycling Tour, at the end of the 7th stage, the following jerseys were distributed. Winner of the 7th stage, Axel Taidalier. Clovis Kamzong Abolo is the black jersey as best Cameroonian of the stage. The blue jersey goes to Artus Tala of SNH Velo Club Cameroon. The white jersey to Bikunabe Paul Dumont as best young player. As for the white jersey with dots, it was attributed to Moroccan Anas El Abdia. The green jersey for the first in the points classification still went to Anas El Abdia. Finally, the overall first yellow jersey went to Moïse Mugisha. The 8th and last stages take place today, and it kicked off at Ebolova South region for a distance of 151.4 kilometers. This stage ends at Yaoundé, the capital of Cameroon. Thank you all for watching. Stay tuned to the programs that will be coming up on 4U TV. Have a good day and happy Sunday to you. Voilà.
Voilà, de retour sur le plateau de For You Matin. Merci bien sûr à l'équipe de la rédaction centrale de For You Télévision. Et donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le programme c'est For You Matin et en thématique unique pour cette première sortie de la semaine. Le président Mohamed Bazoum qui appelle donc le Mali et le Burkina Faso au secours dans la lutte contre le terrorisme qui bat donc son plein dans la zone sahélienne, plus précisément au niveau des 3 frontières. Comment comprendre ces revirements du président Mohamed Bazoum quand on sait justement, du moins l'opinion qu'il a toujours portée depuis effectivement que le colonel Assimi Goïta est donc à la tête du conseil militaire de transition malien, Mohamed Bazoum même qui s'était donc prononcé à la suite de la sortie du Mali du G5 Sahel. Aujourd'hui, il appelle tout simplement celui qui n'a jamais apprécié du moins la gestion. Aujourd'hui, il appelle à mutualiser ses efforts avec, bien sûr, le Burkina pour venir à bout du terrorisme. Célestin Djamène, d'entrée de jeu, comment est-ce qu'on peut comprendre cette sortie de Mohamed Bazoum? Bien, je crois que la sortie du Mali du G5 Sahel est un coup très dur après Barkhane dans le dispositif du G5 Sahel, parce qu'en vérité, le Niger est quand même aux confins de plusieurs frontières. Ils ont quasiment la Libye au sud, ils ont le Burkina Faso, ils ont le Mali. Et donc, du coup, le retrait de cette grande figure du Mali fait que le Niger se trouve rapidement exposé. Donc, évidemment, il faut absolument que le président nigérien, je le comprends parfaitement bien, puisse appeler au secours. Parce qu'aujourd'hui, les appels qu'il a lancés à la force Barkhane, qui est positionnée en partie au Niger, n'a pas encore reçu de réponse. Donc, c'est la raison pour laquelle il se précipite, évidemment, à appeler, n'est-ce pas, au secours ses voisins. Mais je ne suis pas convaincu que le Mali soit prêt de revenir, parce qu'ils ont déjà exposé les raisons pour lesquelles ils sont partis du G5 Sahel. Déjà le comportement des Tchadiens qui n'ont pas voulu, qui ont refusé, n'est-ce pas, de passer le relais de la présidence tournante du G5 Sahel, ce qui n'est pas du tout normal. Et donc, à partir de là, la France qui continuait à tirer les ficelles derrière les lambris, ont poussé effectivement le Mali à se retirer. Il est clair que, oui, c'est un double coup dur pour le Niger, parce que le Mali qui s'en va, la Barkhane qui n'est plus là, et donc il y a les forces terroristes libyennes, Al-Qaïda et, je crois, l'État islamique, qui sont positionnés à l'entrée sud du Niger. Et ça pose un vrai problème. Comment va-t-il faire s'il ne lance pas des appels au secours? Donc je comprends parfaitement la position de M. Bazoum, qui a joué avec le feu, parce qu'on n'a pas compris sa position vis-à-vis de la France. Parce que quand le peuple malien veut se départir de la France, il n'est pas question qu'un pays voisin comme le Niger puisse accueillir la force qui est chassée du Mali. Donc en conséquent, il ne peut que tirer les conséquences des positions qu'il a eues bien auparavant. Alors, ce revirement justement à 180 ne cache-t-il pas un agenda caché aussi? Non, pas forcément. Il faut d'abord voir qu'il y a une situation d'urgence. Vraiment, je crois que Al-Qaïda et l'État islamique ne sont pas complètement partis. Ils sont toujours dans les environs. On n'a pas inventé la force G5 par hasard. Parce qu'en vérité, ce qui justifiait la raison d'être du G5 Sahel, c'était le Mali. C'était la guerre au Mali, avec le Nord-Kidal, avec les islamistes qui envahissaient ce grand pays, ce sous-continent qu'est le Mali. Aujourd'hui, effectivement, que le Mali sort de cette stratégie sécuritaire, vous imaginez à quel point ça expose le Niger. Et d'autant plus que le Tchad, aujourd'hui, est en train de jouer au chat et la souris. On ne sait plus très bien quelle est sa position. Et d'ailleurs, le Tchad alimentait même en termes de troupes, n'est-ce pas, le Mali et le Niger. Aujourd'hui que même ils sont très attentistes par rapport à tout ça, je pense que Bazoum a d'abord, je le crois sincère, quand il appelle au secours, il n'en peut plus. Et maintenant, est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Franchement, c'est pas ça que je regarde d'abord. Je regarde qu'il y a un risque de retour à la situation d'avant, c'est-à-dire que les forces terroristes d'Al-Qaïda surtout vont revenir en force. Et puis, ce sera encore effectivement des dépenses à n'en plus finir et les pertes en vies humaines qu'on va imaginer, naturellement. Mais à quoi est-ce qu'il s'attendait justement Mohamed Bazoum lorsqu'il défendait mordicus la position de la France et pointant un doigt, j'ai envie de dire, de négligence ou encore accusateur sur le colonel Assimi Goïta? Il pensait peut-être que la pression qui était faite devait aboutir à l'objectif escompté.
Oui, je pense que ses relations avec la France, on l'a vu quand il était ministre de l'Intérieur de M. Issoufou, l'ancien président nigérien. Et donc, il a toujours une position un peu francophile. Hein. Je crois que quand on voit sa déclaration vis-à-vis du franc CFA de l'ECO, on comprend très bien que quand il est devenu président, ça fait simplement 1 an qu'il est là, il ne pouvait pas rompre, n'est-ce pas, les liens qu'il avait avec Macron de sitôt. Donc aujourd'hui, sa position reste celle-là. D'ailleurs, il a subi, quand il a pris son mandat, au début de son mandat, des tentatives de coup d'État, parce que les populations du Niger commençaient à comprendre qu'effectivement, ce président qu'ils ont élu, malheureusement, servait les intérêts de la France. Et donc, ce comportement-là est dans la logique hein, des positions qu'il prenait quand il était ministre de l'Intérieur. Et donc, je ne suis pas très surpris. Donc, en vérité, ce qui est sûr, c'est que s'il continue dans cette lancée-là de pro-France, il est clair qu'il ne va pas rester très longtemps au pouvoir. Parce que le sort du Mali, qui s'est passé il y a quelques années, 2 ans aujourd'hui, va forcément arriver au Niger. Donc moi je pense que la situation de M. Bazoum est très 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 précaire, dans la mesure où il essaie un petit peu de ravissoler comment dirais-je, d'arrondir les angles. Il ne peut pas y arriver de sitôt parce que sa politique est en déphasage avec l'aspiration du peuple nigérien. Vous avez vu au Tchad déjà, les populations qui manifestent leur sentiment anti-français mettent en difficulté le CNT. Et aujourd'hui, au Niger, c'est la même chose. Il y a une lame de fond anti-française qui monte et le comportement de Bazoum sera intenable, n'est-ce pas, s'il continue à avoir cette position-là. Et donc, moi, il lance des appels au secours parce qu'évidemment, il se retrouve tout seul. Hein. La Mauritanie qui est isolée à l'ouest, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et le Burkina et le Niger, qui étaient quasiment bénéficiaires de la place du Mali, ils sont totalement aujourd'hui esselés. Donc je comprends très bien, non seulement qu'ils lancent l'appel au Niger, au Mali et au Burkina, qui ne pourront pas lui répondre parce que ces 2 pays comptaient également sur le Mali. Vous affirmez, vous êtes sûr qu'ils ne pourront pas répondre? Ils ne pourront pas répondre parce que je ne vois pas le Mali revenir sur ces positions qui sont fondamentales. Le Mali a dit que la France doit dégager du Sahel. C'est sa position principale. Or, que fait le Niger, son voisin? À quel son ennemi? Ce n'est pas tenable. Il ne peut pas à la fois coopérer avec la France d'un côté et solliciter l'aide du Mali, qui s'est départi de la France, justement. Donc il faut que M. Bazoum soit un peu cohérent et qu'il prenne conscience de la position géostratégique du Mali. Aujourd'hui, il y a une coopération avérée avec la Russie. La Russie est vraiment présente au Mali et les troupes maliennes, les forces armées maliennes ont repris du poil de la bête. Ils sont maintenant dans toutes les régions du Mali ou dans quasiment toutes les régions. Il n'y a aucune raison pour le Mali aujourd'hui, sinon ils vont recevoir la foudre du peuple qui les a soutenus jusqu'à présent. Donc je ne le vois pas en train de faire volte-face aujourd'hui. Que M. Bazoum s'amuse à faire ses volte-face, ça c'est son affaire, mais je ne vois pas le comité de transition malien s'amuser à revenir sur la décision qu'elle a déjà prise. Déjà que les 24 mois de transition qu'elle a proposés pour la CEDEAO est assez plus ou moins bien vu par le peuple, mais si en plus elle doit revenir sur les positions qu'elle a déjà entérinées, ça me semble extrêmement délicat. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que l'appel de Bazoum n'aura pas d'écho favorable vis-à-vis du CMT. Alors pour vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, et qui souhaitez justement apporter vos différentes contributions à la thématique de ce matin, vous avez donc au bas de l'écran les différents numéros de téléphone par lesquels vous pouvez également participer à cette émission. Et donc nous sommes en compagnie de M. Célestin Diamène sur ce plateau. Et puis de l'autre côté, nous avons bien sûr M. Souleymane Hamzat, du côté bien sûr du Bénin, avec qui nous abordons bien sûr cette thématique. Nous essayons de comprendre cette sortie du président Mohamed Bazoum, lui qui appelle donc au secours celui qui est, on peut dire, qui est vu ici comme son ennemi, à en croire bien sûr les sorties précédentes de Mohamed Bazoum, juste parce que Assimi Goïta a toujours refusé de se plier à certaines exigences et de la CEDEAO, du G5 Sahel, mais également aux exigences occidentales. Alors avec vous, Monsieur Souleymane Hamzat, pour revenir justement à cette sortie de Mohamed Bazoum. Alors c'est vrai, Monsieur Célestin le disait tout à l'heure, un appel au Burkina Faso. Alors quand on essaie un peu de regarder la position du Burkina sur le plan de l'armée, est-ce que c'est un pays qui peut véritablement faire le poids? Parce que juste à côté, on a quand même le bilan
de l'armée malienne depuis depuis l'arrivée de la présence russe. On voit quand même que cette armée se déploie plutôt bien sur le terrain et aligne quand même des résultats assez positifs. Mais côté Burkina, ce n'est pas trop le cas. Mais Bazoum laisse le Tchad, c'est vrai, M. Nzamela dit tout à l'heure, il laisse le Tchad, mais il s'appuie plus sur le Mali, sur qui il sait que les chances sont hyper maigres pour une réaction, et parle du Burkina Faso. Votre micro, s'il vous plaît, votre micro. Oui, il est activé mon micro. Vous me recevez? Oui, maintenant ça va. Parfait. Je donne raison à mon copanéliste. Je lui donne raison à plus d'un titre. Parce que d'abord, il faut considérer, n'est-ce pas, le fait que le Mali est dans une dynamique. Cette dynamique-là qui pousse vers non seulement la reconquête de sa dignité, de son intégrité, et surtout, n'est-ce pas, lutter le terrorisme hors du territoire malien. Le Mali le fait avec brio, n'est-ce pas, avec l'appui évidemment de ses partenaires. Ce n'est pas le cas du Burkina. Toute analyse faite, nous nous rendons compte que le colonel Sandaogo Damiba, d'ailleurs, qui a d'ailleurs écrit un brillantissime, n'est-ce pas, ouvrage sur la lutte contre le terrorisme, a compris d'abord qu'il fallait faire un ballon d'essai. Ce ballon d'essai-là consistait, n'est-ce pas, à mettre l'armée burkinabé en épreuve. Vous avez remarqué que depuis lors, il n'y a que les Burkinabés qui sont sur le terrain et qui combattent, n'est-ce pas, de manière farouche. Je pense même qu'il y a eu des batailles de gagnées au cours de laquelle il s'est porté lui-même sur le théâtre des opérations pour décorer certains soldats. C'est vous dire que l'armée burkinabé est en train de s'auto-évaluer en ce moment-ci. Qui vous souvenez aussi que la population burkinabé a demandé, n'est-ce pas, au président Sandaogo Damiba de faire venir la Russie, ce qui a été balayé du revers de la main. Bon, s'il ne va pas du côté de la Russie, s'il ne fait pas appel à d'autres, n'est-ce pas, forces ou d'autres alliés pour le moment, et qu'il se retourne que vers le Mali, il va falloir comprendre que le Mali et le Burkina sont dans la même synergie d'action. D'ailleurs, raison pour laquelle les deux aujourd'hui ont des forces conjointes qui se battent au niveau des trois frontières et cela donne des résultats que nous avons. Vu l'avancée du Mali et du Burkina dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et vu l'inaction, n'est-ce pas, du Niger, n'est-ce pas, cette incohérence perpétuelle dans laquelle patauge, n'est-ce pas, les autorités nigériennes, mais il est normal qu'avec les revers qu'ils subissent de jour en jour et l'inaction de cette France-là qu'il a trop vantée, n'est-ce pas, il est normal qu'il fasse le coup, n'est-ce pas, qu'il fasse un rétropédalage, j'allais dire, et qu'il fasse le coup de mieux à ces deux nations-là. Pour moi, du point de vue de la lecture politique, c'est une honte. Du point de vue de la lecture militaire et stratégique, je pense qu'il ferait mieux, comme je l'ai dit dans de précédentes émissions, de chercher à mettre sur pied une force capable de lutter contre le terrorisme et de chercher éventuellement, sinon obligatoirement, j'allais dire, les partenaires nécessaires dans la conduite de ces opérations. La France ne viendra jamais en aide à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. C'est elle qui crée le terrorisme dans le Sahel et ça coquiner avec elle. Je ne pense pas, et c'est là où je suis entièrement d'accord avec mon co-débatteur, que le Mali ne puisse faire un rétropédalage en mettant de côté, n'est-ce pas, ses priorités et en chutant, n'est-ce pas, dans la proposition du président Bazoum. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège, je me répète, dans ce cadre-là que si la France, qui est complètement aujourd'hui isolée et écartée du théâtre des opérations, n'a plus les coudées franches pour son dictat, il serait bien, n'est-ce pas, de sa part, qu'elle puisse manœuvrer Bazoum comme elle a l'habitude de le faire, à le pousser à prendre des décisions qui passent à baisser, comme on dit là, vraiment, c'est la grande honte
s'abaisser complètement et retourner du côté de ceux qui l'insultaient hier, qui traitaient de gouvernement illégaux et tout, n'est-ce pas, pour venir l'aider à lutter contre les terroristes. Je pense que la France aurait des stratégies cachées dans l'ombre pour réintégrer ce groupe afin d'avoir un certain nombre de renseignements, d'informations qui leur échappent en ce moment. J'espère que vous me recevez. Ah, monsieur Hamzat. Donc, je disais, c'est à Terra, effectivement, qu'il a fait cette sortie. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, par exemple, pour monsieur Bazoum, déjà, de faire profil bas et d'essayer d'abord de s'accorder avec, justement, ses homologues, en l'occurrence, celui du Mali, avant de faire cet appel? Bon, il a aussi reçu une délégation de journalistes qui venaient de tous les pays d'Afrique, récemment je crois, à Maradi ou à Niamey. Et donc, il a réitéré les propos qu'il a tenus à Terra. Bon, cela dit, je pense que le fait même qu'il fasse déjà appel au secours à ces deux pays qu'on vient de citer est déjà une espèce de profil bas, on va dire, implicite. Mais je pense qu'il devrait, à mon sens, ravaler son orgueil et le faire de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus responsable. Mais je pense qu'en amont, M. Bazoum devrait déjà résoudre son conflit plus ou moins larvé avec le Tchad, parce que c'est vrai qu'on n'a pas très bien compris pourquoi le Tchad n'a pas voulu passer le relais de la présidence au Mali, mais je pense que le Tchad était quand même un dispositif, une nation très importante dans le dispositif du G5 Sahel. Aujourd'hui, on voit bien les accointances de Mahamad Idriss Déby Itno avec la France, d'ailleurs à l'encontre des aspirations de ses populations. Et donc je crois que le Niger devait tout faire pour présenter peut-être, à mon sens, des excuses au Mali d'abord, avant de demander de faire appel au secours. Parce que le faire comme il a fait, on a l'impression que tout paye, les relations sont au beau fixe, et ce n'est qu'un appel normal. Exactement. Donc il faut qu'il ravale son orgueil. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'il l'a dit, il a présenté ses excuses officielles au CMT. Dans ce cas-là, peut-être, il pourra envisager d'envoyer des émissaires, n'est-ce pas, au niveau de Bamako, pour qu'on essaie de rafistoler les cordes qui ont été un peu distendues. Mais pour l'instant, je pense que ces appels un peu périphériques, stratosphériques ou aériennes, même qui toisent un peu l'élégance diplomatique, me semble être un appel envoyé dans le mur et qui ne recevra bien évidemment jamais de réponse. Donc je pense qu'aujourd'hui, la seule solution, étant donné que la force Barkhane n'est plus désirée dans tout le Sahel, étant donné que la Mauritanie est tout à l'ouest, est toute seule, c'est la seule pays de la zone non CFA dans ces G5 Sahel, étant donné que Barkhane continue malgré le sentiment anti-français des populations à vouloir toujours diviser ces États-là, je pense qu'il faut qu'on revienne à la source. Se dire que il était question au départ que 5 pays, n'est-ce pas, qui constituent le G5 Sahel, puissent eux-mêmes trouver les moyens de sortir de cette crise sécuritaire. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de maintenir un pays extra-continental dans ce cercle-là, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas bâtir des politiques sans l'aval des peuples. Comprenez? Tout à l'heure, on vous a dit que même au Burkina Faso, monsieur, comment dirait le nouveau président, Damiba, est en délicatesse avec la population, qui demande absolument de nouer des relations avec la Russie. Comprenez? Donc la présence, la puissance et la volonté des peuples dans cette zone-là est extrêmement importante. Et chaque dirigeant dans cette zone-là devrait en tenir compte. Or, aujourd'hui, M. Bazoum fait la sourde oreille, mais je pense, à mon avis, pas pour longtemps. On a créé le G5 Sahel parce qu'il y a eu la crise malienne et parce qu'on voulait que l'Afrique elle-même, puisque l'Union africaine a montré ses limites en matière de sécurité, de stratégie sécuritaire, il était question donc que ces 5 pays puissent fournir des efforts pour mettre fin, puisqu'ils ont des intérêts communs, puisqu'ils sont frontaliers, et pour mettre fin, barrer la route aux terroristes de Al-Qaïda et de l'État islamique. Aujourd'hui, il y a un pays vital dans ce dispositif qui a retiré, n'est-ce pas, sa présence, qui a fait volte-face. Et donc, il faut simplement revenir au sentiment africain
et l'arbre à palabre, ça sert à quelque chose. Et ces hommes-là, d'État-là, doivent se remettre ensemble, coopérer, et savoir que la France n'est pas là pour les beaux yeux de l'Afrique. La France est toujours là pour ses intérêts, ce qui est tout à fait compréhensible. La France n'a pas d'or, elle n'a pas d'uranium, elle n'a pas de diamant. Donc vous comprenez bien qu'elle ne peut que se mélanger avec la MINUSMA, qui sont des forces prédatrices au bénéfice des impérialistes occidentaux, pour piller ce vaste pays qu'est le Mali et même accessoirement le Niger. Parce que tous ces pays-là sont des pays qui sont bourrés de matières premières. Donc elles suscitent l'appétit à la fois des États-Unis, mais également de l'Union européenne. Donc vraiment, il faut que ces 5 pays du G5 Sahel se reconcentrent sur leur philosophie initiale, c'est-à-dire se doter des moyens pour subvenir eux-mêmes à la montée des forces terroristes. Donc voilà, à mon sens, ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que convoquer un sommet extraordinaire, ça peut passer par une excuse. Il envoie les émissaires, comme je l'ai dit, soit au Burkina, soit au Mali, pour que les pays puissent un peu coordonner leurs aspirations. Et maintenant que les esprits sont apaisés, eh bien, voilà, se remettre ensemble et puis continuer ce combat. Parce qu'on ne veut plus de la force Barkhane et Takuba au Mali, au Tchad, au Niger. Regardez la population. Regardez la population. À force de mépriser le désir et les aspirations des populations, on va droit dans le mur. On ne peut pas mener une politique sérieuse. Donc, il faut impérativement que ces dirigeants sachent que leur amour pour la France n'a d'intérêt que l'animosité qu'ils peuvent susciter au sein des populations. Donc il est vraiment important de savoir ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre à table, se reparler, et puis que le Tchad et le Mali se réconcilient. Si ces 2 pays reviennent dans le jeu, je crois que Bazoum n'aura pas trop d'inquiétude à se faire. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, c'est vrai, on parle aujourd'hui de terrorisme dans la zone des 3 frontières. Peut-être les conflits, ou on va le dire ainsi, les combats politiques se font au sommet des États, mais sauf que dans l'arrière-pays, notamment dans cette zone, ce sont les populations qui en souffrent. Bien entendu, c'est toujours comme ça dans toutes les guerres. Parce qu'en vérité, quand les populations ne sont pas protégées, bon, au départ, elle était par la MINUSMA, ou bien par la MINUSCA dans le cas de la Centrafrique, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire confiance à ces organisations-là. Parce qu'elles dépendent directement des forces qui sont complices des ennemis de l'Afrique. La MINUSMA, la MINUSCA, ce sont des forces prédatrices à la solde de l'Europe impérialiste et des États-Unis. C'est clair et net. Donc elles ne peuvent pas protéger les populations. Elles protègent même les terroristes parce qu'en fait, les terroristes leur servent de couverture. Parce que s'il faut bien piller un pays, il faut bien que les terroristes terrorisent les populations et le gouvernement. Donc maintenant, il faut que les 5 pays coalisent leurs troupes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est leur intérêt direct. Ils ne peuvent pas se passer d'une entente forcée. Il ne s'agit pas de s'aimer. Il s'agit de regarder leurs intérêts. D'abord, la MINUSMA, la MINUSCA, Takuba, ce ne sont pas leurs amis. Ce ne peut pas être leurs amis. Donc il faut qu'ils fassent la paix forcée, la paix des braves, pour arriver justement, à protéger les villageois. Parce qu'évidemment, s'ils sont dépouillés de toute protection au niveau de l'Union africaine, ça c'est un fait. Et maintenant, de Barkhane qui est parti, en vérité, il n'était pas là pour les protéger. Mais maintenant, le Mali qui se retire, mais ils sont exposés à quoi ces gens-là? Ils sont complètement foutus. Ils sont foutus. Donc si on a un homme d'État, il faut agir comme un homme d'État. Pas comme un petit homme politicien qui est là pour sa réélection. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Al-Qaïda, qui sont là dans le Maghreb, dans le Sahel depuis très longtemps, a été renforcé malheureusement par l'État islamique, par Daesh. Donc, en conséquence, il est clair que les populations n'ont pas les moyens de se défendre toutes seules. Ils ont besoin d'une coalition de tous ces 5 États-là. La Mauritanie est assez dégagée, n'est-ce pas? Mais justement, on l'a introduite parce que, malgré qu'elle n'est pas dans la zone CFA, peu importe, on l'a introduite parce que justement, les insécurités partaient justement de la frontière mauritanienne aussi. Donc que ces États islamiques Al-Qaïda étaient tout à fait organisés et qu'il s'agissait de coaliser les forces pour contrer la circulation et les mouvements de ce genre-là. Donc maintenant, si on commence à devenir déliquescent, à se disperser, évidemment, c'est une porte ouverte aux forces terroristes. Regardez toute la partie sud, donc à la frontière avec la Libye. Avec les problèmes qu'il y a en Libye aujourd'hui, la diffusion, la circulation des armes à feu totalement incontrôlée, vous imaginez bien que Al-Qaïda et l'État islamique
vont se donner à cœur joie, évidemment, et martyriser davantage encore la population. Évidemment, ça va impacter la vie dans ces États-là, y compris le Mali, qui a aussi intérêt à renouer les liens du dialogue avec ses voisins-là. C'est une question de survie. Soit on est pour le retour de la France, parce que j'ai vu l'autre jour M. Bazoum appeler encore au retour de la force vacante. Justement, j'allais en venir parce que on ne comprend pas à quel niveau est-ce que se situe véritablement M. Bazoum, qui hier appelait un retour de Barkhane. Barkhane, c'est la France. Et que quelques jours après, demande encore au Mali, qui est sorti du G5 Sahel, le Mali, qui a chassé la France, comme on le dit, à Mondiovision, et au Burkina Faso aujourd'hui, qui a une population qui demande le départ de la France et plutôt le soutien de la Russie. On a bien envie de comprendre à quoi est-ce que M. Mohamed Bazoum joue. Mais il est dans l'incohérence, il est en pleine, il est perturbé, je crois. Parce que si on est tout à fait lucide et équilibré, on doit tenir compte des forces en présence. Vous savez que quand la lame de fond part du peuple ou des populations, quand on a un dirigeant sérieux, on doit extrêmement faire attention. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que Mahamat Idriss Déby Itno est un peu sur la sellette parce que la population du Tchad sont totalement dans un mouvement similaire à ceux du Mali, parce qu'on ne veut plus, n'est-ce pas, la présence française au Tchad. Vous avez vu très bien qu'au Mali, en vérité, quand on dit qu'Assimi Goïta a fait un coup d'État, c'est faux. C'est un peu, il a récupéré, on va dire, la volonté du peuple malien. D'ailleurs, c'est quand même rare que si on parle de coup d'État, de voir une population aussi en harmonie avec, n'est-ce pas, un comité, si j'ose dire, de transition qui est ici, on va dire, d'un coup d'État. Donc, je pense qu'il faut impérativement que M. Bazoum revienne à la raison. On ne peut pas jouer à la fois à la France avec les ennemis de la France. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, c'est soit M. Bazoum oublie la France, on sait qu'il est philosophe, il est étudiant en France, etc., je suis bien d'accord, mais ça c'est sa vie personnelle, mais je dis, pour l'intérêt stratégique, géostratégique de la zone G5 Sahel, il a tout à fait intérêt, j'ajouterais même l'obligation morale de recoopérer avec ses voisins. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, on va revenir à la situation co-hantée, c'est-à-dire une situation où le Mali était quasiment divisé en deux et le Niger est menacé. Parce que si le Mali n'est pas épargné, ce n'est pas le Niger qui le sera. Donc je pense au contraire aujourd'hui que le chemin qui a été pris par la plupart des pays africains, je veux citer la Centrafrique et le Mali, dans sa coopération avec la Russie, est de bon augure. Je dis que c'est pas parce que la Russie est notre partenaire aujourd'hui que la Russie sera envahie par l'Afrique non plus. Je considère que c'est une relation qui est passagère, une coopération choisie par les Africains pour une durée limitée, de la même manière que le président syrien Bachar el-Assad avait noué une coopération militaire, avait passé les coopérations militaires avec la Russie, qui les a sauvés. Parce que si la Russie n'était pas là, imaginez le sort de la Syrie il y a de cela 6 ou 7 ans, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il est question que nous choisissions nos partenaires qui peuvent, pour l'instant, nous apporter un relatif parapluie. Vous comprenez, Wagner a fait ses preuves, Wagner ou pas Wagner, peu importe, en tout cas la Russie a fait ses preuves en Centrafrique, le Mali a pris le relais, c'est une bonne chose, il faut bien un appui quelque part. Donc je dis que M. Bazoum avec le Niger doit suivre le mouvement. Je dis doit, et je ne l'oblige pas, mais je pense que la raison voudrait qu'il choisisse son camp. Il ne peut pas avoir les fesses sur 2 chaises, ce n'est pas possible. Tu es assis ou tu n'es pas assis. Pas avoir le cul entre 2 chaises, comme on dit vulgairement. Donc voilà la question qui se pose aujourd'hui. Il s'agit de la sécurité des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, des Mauritaniens, etc. Donc il faut impérativement qu'il agisse comme un homme d'État capable d'avoir une vision sereine et utile pour son pays. Souleymane Hamzat, cette question également, je vous la pose. J'ai envie de dire, sur quel pied Mohamed Bazoum doit-il danser? Monsieur Hamzat, vous êtes là? Est-ce que nous avons Monsieur Hamzat? Je vous attends, je vous attends. Alors, je posais la question de savoir, selon vous, sur quel pied Monsieur Mohamed Bazoum doit-il danser?
Un coup, il en appelle au retour de Barkhane. Un autre coup, il demande le soutien de ses homologues africains. Mais écoutez, Madame Linda, vous voyez, c'est dommage d'avoir affaire à des responsables, disons, des gouvernants qui ne savent que faire. Ambivalent. Vous voyez, ce monsieur est dans une incohérence totale. Qui vous souviennent, il y a 2-3 mois en arrière, voilà le même monsieur qui était en train de demander à discuter avec les terroristes. Il les a reçus en grand pompe au palais. Il y en a même d'autres qui ont même été libérés. Alors, si vous libérez ceux qui vous combattent, ils ont le temps de retourner à leurs armes et de revenir de nouveau. Mais est-ce qu'il a pris la hauteur, est-ce qu'il a pris le temps de consulter, n'est-ce pas, les experts militaires? Et je peux vous le dire du haut de ma position, l'armée nigérienne est une autre encore armée redoutable, n'est-ce pas, qui malheureusement, du fait de la politique politicienne, se retrouve, n'est-ce pas, dessaisie de son matériel au profit de celui de la garde présidentielle. La garde présidentielle aujourd'hui du Niger, c'est elle qui constitue le noyau principal de l'armée nigérienne. Ça, c'est de fait. Il libère les terroristes, il les reçoit, il veut discuter avec eux. Je trouve que c'est incohérent. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est l'amour éternel qu'il a pour la France. Je ne sais pas où il décide carrément de se mettre avec la France, et je sais moi que la France ne lui répondra jamais. La France aime tout ce qui est grandiose, surtout quand elle est au devant de tout. Et la France, le Mali et le Burkina, qui sont dans une logique de d'action, ne seront plus jamais dictés quoi que ce soit par la France. Donc sur ce point-là encore, il échoue. Maintenant, allez voir des organisations comme la MINUSMA, la MINUSMA, la MONUSCO et tout ce qui existe de l'ONU qui pavane sur le sol africain. Mais ce sont aussi des nids de foyers, n'est-ce pas, d'alimentation du terrorisme. On ne comprend pas, voilà des forces qui se veulent des forces d'interposition de paix, mais qui, dans un cas, même se font attaquer et qui ne répliquent pas. Elles ne répliquent pas, elles vous disent après qu'elles sont des forces, elles ne sont pas des forces combattantes, elles sont des forces qui... Mais, écoutez, on a enregistré, nous ici au Bénin, des casques bleus qui ont été malheureusement abattus dans le cadre des attaques terroristes. Et ça a créé un effroi au niveau de notre armée. Vous avez des armes, vous avez des munitions, on vous refuse de combattre. Le troisième point et enfin le dernier, mais qui a annoncé que le G5 Sahel était mort? C'est le même Bazoum. C'est ce même monsieur qui est allé, n'est-ce pas, Unicos Presto, aller déclarer que voilà, le G5 Sahel était mort. Et je me souviens, on a tenu une émission ici avec votre compatriote Siké Doumé, n'est-ce pas, sur cette problématique-là. C'est un président qui est pressé dans le cadre de déclarations. Il aime les déclarations d'ailleurs même qui empêtent. C'est un monsieur qui n'est pas cohérent. Je me demande s'il a des conseillers à la communication. Il n'est pas cohérent dans non seulement la politique de lutte contre le terrorisme, d'autre part, il est très gênant par rapport à la politique de bon voisinage. Et en troisième lieu, il ne sait quoi faire avec cette France-là qui passe à nous vilipender comme étant la nation qui lutte contre le terrorisme. Je voudrais vous spécifier ceci. Mais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous, le Bénin, ici, nous avons été attaqués plusieurs fois. Mais la main béninoise a pris sur elle la responsabilité de répliquer. Nous avons bouté les terroristes jusqu'au-delà de nos frontières. Et elles sont du côté du Niger. Et ces attaques-là viennent souvent ou du Niger ou du Burkina Faso. Mais ces derniers temps-ci, moins du Burkina Faso. Et je l'ai aussi dit ici, la guerre de l'Ukraine, disons, l'opération spéciale, ils ont le langage, nous avons le nôtre, l'opération spéciale menée par la Russie a laissé entendre de la bouche du président Zelensky que toutes les armes qui partaient de l'Europe et des États-Unis ne lui parvenaient pas en entièreté. Et j'ai appelé ici, n'est-ce pas, à une vigilance accrue de nos autorités, et en particulier celle du renseignement, sur les fouilles au niveau de nos frontières.
Qu'il vous souvienne que je l'ai dit ici sur votre plateau, et j'ai mis en garde, j'ai dit, il va y avoir recrudescence n'est-ce pas, du terrorisme, il va falloir que le Mali prenne ses responsabilités. Et je suis passé par des canaux spéciaux, je pense qu'ils ont été entendus de ce côté-là, mais du côté du Niger, on a comme l'impression d'avoir quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Les deux chefs d'État, à savoir le colonel Sandaogo Damiba et celui du Mali, le colonel Assimi Goïta, sont des gens qui travaillent dans un silence de cimetière. Contrairement à quelqu'un qui va sur des plateaux et qui fait des déclarations tonitruantes à ne pas en finir. Donc, ils ne sont pas dans la même logique. Il va falloir maintenant que les autorités nigériennes prennent leurs responsabilités. Et comme l'a dit mon co-débatteur, s'ils sont cohérents et responsables, je pense qu'ils doivent d'abord nettoyer leur ardoise, retourner présenter leurs excuses sur tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, de malencontreux par rapport au Mali, et d'autre part, s'asseoir autour d'une même table, comme l'a souvent réclamé et exigé le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour qu'il y ait une synergie d'action panafricaine au niveau de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est qu'à cette condition-là que le Niger se trouvera, n'est-ce pas, rehaussé. Alors, je vais rester avec vous, monsieur Hamzat, pour revenir un temps soit peu sur la gestion, bien sûr, du Niger tenu par Mohamed Bazoum. Est-ce que les actes, l'incohérence, justement, qui se fait remarquer au niveau de ces différentes sorties ne serait pas la preuve ici que son élection, ou en fait le fait qu'il ait été porté à la tête du Niger était une erreur ou encore une imposition d'une certaine élite? Ah ben écoutez, ça ce n'est même plus à répéter. C'est connu, même les sourds ont entendu, les aveugles ont vu et savent que ce monsieur-là n'était pas celui qu'il fallait pour le Niger. Vous voyez les conditions dans lesquelles ce monsieur a été élu au Niger, mais c'était des conditions catastrophiques. On avait comment l'impression d'assister à une passation de pouvoir organisée entre amis. La preuve, celui qui lui a cédé le pouvoir a toujours gardé son fils au ministère du pétrole. Et détient toujours une partie de la garde, paraît-il même, siège toujours au niveau de la présidence de la République, dans les locaux privés réservés au chef d'État. Ce qui a même poussé le président Bazoum à déménager même du palais et à rejoindre sa résidence. Qui gouverne le Niger? La question se pose. Qui gouverne le Niger? C'est la question donc qui est posée. Je reviens à vous avec cette même préoccupation. Est-ce que Bazoum n'est pas en train de faire preuve, je vais appeler ça comment, d'un échec au niveau de la gouvernance et du Niger et bien sûr des relations diplomatiques qui existent bien sûr entre le Niger et les pays frontaliers? Ben, je crois que l'arbre est jugé à ses fruits. Il fait une fausse diplomatie, si on peut le dire. Une diplomatie qui est assez hypocrite et sournoise, si j'ose dire, qui manque de clarté et surtout de lucidité, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'en vérité, l'intérêt des Nigériens, c'est bien évidemment la paix et la sécurité. Or, pour obtenir cette paix et cette sécurité, il faut choisir le camp de l'Afrique, parce qu'il a des voisins immédiats, que j'ai cités tout à l'heure, et qui ont intérêt à se souder les coudes, se serrer les coudes. Maintenant, comme ils se coltinent avec la France, à la fois en appelant à l'appel au secours au Mali, je trouve que là, il y a un danger, parce qu'il est évident que ses voisins vont le percevoir comme une manœuvre dilatoire pour mieux ménager ses relations avec la France. Donc je crois qu'aujourd'hui bon, on peut parler d'erreur, quant à son élection. Non, le peuple ne fait pas d'erreur. Le peuple, à un moment X, choisit en fonction des intérêts qui sont les siens, une personnalité pour gouverner à son destin. Mais M. Ndema, on sait quand même qu'il a pratiquement été imposé à ce peuple, du moment où il a été fait dauphin par le précédent. Oui, on peut Parfois, dire ça le peuple n'a pas le choix. Mais une fois qu'on l'a imposé comme dauphin, il reste qu'il y a des élections. Sauf si on me dit que les élections sont non transparentes et truquées, ce qui d'ailleurs n'est pas exclu. Mais cela dit, quelle que soit l'élection dont vous pouvez bénéficier, il y a l'exercice du pouvoir qui vous expose ou qui vous encense
aujourd'hui, la politique de M. Bazoum est en train de l'exposer, n'est-ce pas, de manière très négative. Donc ça veut donc dire que le peuple, dans cette brouhaha de sentiments anti-français, il va en payer le prix, tôt ou tard. Et je pense que dans pas très longtemps, le peuple sera beaucoup plus vindicatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que sa politique de mi-figue, mi-raisin ne conforte pas la paix qui est essentielle dans cette région. Donc c'est pour ça que j'en appelle au ressaisissement, si j'ose dire ainsi, de M. Bazoum, afin qu'il comprenne que ces pays sont des proies, n'est-ce pas, des islamistes djihadistes, terroristes, qui sont des alliés objectifs de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Comme vous imaginez par exemple que la France est détentrice, est le deuxième producteur du nucléaire civil, alors qu'elle n'a pas d'uranium, vous pouvez comprendre son intérêt pour le Niger. Tout à fait. Et maintenant, c'est à nous, Africains, de comprendre aussi nos intérêts à nous. La France ne viendra jamais en Afrique, ça n'a jamais été le cas, pour nos beaux yeux. Elle vient pour ce qu'elle n'a pas, ce qui est tout à fait normal. Quand De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, etc. viennent en Afrique, ce n'est pas pour se remplir les poches à titre individuel, c'est pour préserver les intérêts de leur pays. Ils quitteront le pouvoir, mais la France restera forte grâce, n'est-ce pas, aux richesses de l'Afrique. Donc comment ça se fait que nous, Africains, on n'arrive pas à comprendre cela? C'est à nous de forger notre destin. C'est à nous de préserver notre patrimoine, notre richesse. On ne peut pas s'imaginer en permanence que notre salut viendra de l'extérieur et surtout pas de la France. C'est la raison pour laquelle M. Bazoum doit arrêter le double jeu. Ce double jeu qui consiste à la fois à faire allégeance à la France avec les forces Barkhane et Takuba et en même temps à tendre un bras mou, une main tremblante à ses voisins parce qu'elle serait en difficulté. Non, il faut choisir son camp. En guerre, il n'y a pas de neutralité. En guerre, on doit choisir son camp. Là, c'est une guerre qui est menée contre les peuples du Sahel, donc les peuples africains. Il est évident que la meilleure défense viendra des voisins, n'est-ce pas, parce qu'ils connaissent mieux le terrain. Ce n'est pas la France qui va venir, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, de la France qui a déjà passé une dizaine d'années sans toutefois qu'il y ait une évolution positive. 2012, n'est-ce pas, elles sont là, 2013, 2012, je ne sais plus. Et donc, la France a apporté désolation, tribalisme entre les Soyinké, les Peuls, les Mandara, les Bambara, etc. Terrorisme, aggravation du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu en arrière les accords d'Alger, qui prévoyaient le retour de la cohésion, de la sécurité, de la paix, il n'y a rien de ça que la France a apporté. Donc on en tire immédiatement des conséquences. Comprenez? Donc Bazoum joue un très sale jeu. Il a un mandat qui est précaire. Il oublie que dans la constitution nigérienne, le peuple est souverain, comme dans la plupart d'ailleurs des constitutions du monde, et que le peuple peut écourter son mandat. Parce que, regardez le cas d'Ibeka. Ibeka n'a pas fini son mandat. Tout à fait. Le peuple qui est donc souverain, et c'est ça le mot souverain en vérité. C'est-à-dire quoi? Je vous donne un mandat, je vous accorde un mandat pour que vous préserviez et que vous défendez les intérêts du peuple qui vous a donné mandat. Maintenant, si vous servez d'autres intérêts, en l'occurrence les intérêts de la France, eh bien, moi, peuple souverain, qui vous a donné le trône, j'ai le droit d'écourter votre mandat. Le peuple nigérien peut écourter le mandat de M. Bazoum s'il se rend compte qu'il a été floué. Comprenez? S'il y a erreur sur la personne, comme vous l'avez dit, peut-être pas erreur sur la personne, mais s'il y a erreur sur l'élu, eh bien, le peuple va rapidement s'en rendre compte, eh bien, va faire son travail. C'est-à-dire que le scénario du style qu'on a vu au Mali récemment. Donc, M. Bazoum doit revenir à ce sentiment africain qui consiste à dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La France n'a pas d'intérêt à préserver de plus en Afrique. C'est à nous de préserver nos intérêts et donc aujourd'hui, il faut simplement comprendre que les populations sont très vigilantes et sont à l'affût du moindre dérapage. Donc M. Bazoum est en danger, comme disait quelqu'un, dont il doit vraiment, vraiment faire attention. Alors avec vous, M. Suleiman Hamzat, nous allons sortir de cette thématique avec vous, parce que vous savez, la dernière partie de For You Matin est bien sûr consacrée au sport et à la culture sur le plan africain. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cet appel du président Mohamed Bazoum? Ben écoutez, je pense, à mon avis,
que si j'étais à la place du colonel Goïta, deux options se poseraient à ma personne. Ça dit que, d'une part, le peuple nigérien est un peuple frère qui ne doit pas être abandonné du fait de l'incohérence de ses dirigeants. Je pense qu'aucun peuple africain, dans le cadre des rapports de bon voisinage, ne souhaiterait voir la maison de son voisin brûlée. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est qu'il va falloir que le colonel Assimi Goïta et ses acolytes, n'est-ce pas, ceux qui travaillent avec son gouvernement, le gouvernement malien, l'armée, puissent bien réfléchir à cette proposition-là, parce que, à mon avis, elle semble aussi une proposition empoisonnée. Je vous ai dit, la France a du mal, n'est-ce pas, à revenir dans le jeu. Et la seule personne, n'est-ce pas, qui vaille aujourd'hui et qui puisse permettre à la France de renouer contact, ne serait-ce qu'avec les différentes forces sur le terrain, c'est le président Bazoum. Et il est utilisé dans ce cadre-là, raison pour laquelle d'ailleurs, vraiment, il n'a pas honte du tout, n'est-ce pas? Après toutes ces déclarations d'insultes et d'invectives vis-à-vis du gouvernement malien, il revient avec la petite culotte quand même demander au secours. Je trouve ça inadmissible, un peu irresponsable sur les bords. Et je pense que le gouvernement, il revient au gouvernement malien, n'est-ce pas, de prendre toutes ses responsabilités et par rapport à cette demande-là. Et surtout, de veiller à ce que si éventuellement le Niger il devait y avoir intégration du Niger dans cette force tripartite, à savoir celle du Mali, celle du Burkina et celle du Niger, il va falloir avoir l'œil et les oreilles grands ouverts sur toutes les propositions qui viendront du Niger. La France n'a jamais baissé la garde et ne baissera pas la garde. Tant que le colonel Assimi Goïta sera en place et fera ce qu'il est en train de faire là, qui consiste à rehausser, n'est-ce pas, le Mali, et abandonner tous les accords tonituriens et malsains qui ont ramené le Mali aussi bas, je pense que la France ne baissera pas la garde. Et pour cela, il va falloir que tout le monde y veille, les panafricanistes que nous sommes, mon co-débatteur qui tient, n'est-ce pas, des débats très importants sur d'autres chaînes aussi, et il en sait grand chose. Vous-même les journalistes, vous le savez, même les techniciens qui ne parlent pas du tout, qui sont dans l'ombre, en discutent entre eux, il va falloir que tout le monde veille à ce que, surtout le Mali ne vacille pas et que le terrorisme soit bouté hors de nos frontières. Est-ce que l'Union africaine devrait faire quelque chose dans cette situation? Madame Linda, l'Union africaine, elle n'existe que de nom. À mon avis, moi-même, prenez d'abord, j'en ris d'ailleurs, parce que prenez la visite du président de l'Union africaine en exercice actuel, le président Macky Sall en Russie, et les déclarations du président de la Commission de l'Union africaine. Franchement, on se pose des questions, on est inquiet. Ouais. Nous sommes fortement inquiets sur le devenir de cette institution panafricaine, n'est-ce pas, qui ne pointe pas du bout, n'est-ce pas, les réalités de notre Afrique. S'il n'arrive pas à juguler les problèmes en interne, à savoir lutter contre le terrorisme, et subvenir aux simples besoins fondamentaux, regardez, au niveau de l'Union africaine, ils ont décidé du lancement d'une télévision. Ça fait bientôt 10 ans. Une télévision, moi je vous la crée en une semaine, avec les moyens qu'il faut, les moyens qu'ils diraient eux. Vous êtes une chaîne de télévision, vous savez de quoi je parle. Une télévision avec une volonté politique, on la crée en une semaine. Ils y sont depuis 10 ans. Ne leur demandez pas de venir s'occuper de problèmes aussi importants que le terrorisme. Ils n'en ont pas les moyens. De deux, ils ont demandé à ce qu'il y ait une armée, n'est-ce pas, panafricaine qui soit créée d'intervention par rapport à toutes les régions, Afrique du Nord, centrale, le centre, le sud-ouest, etc., etc. Mais ils n'y sont jamais parvenus. Ça fait 15 ans que ça dure. Alors, en fait, l'Union africaine n'existe. C'est un disque qui est rayé. Moi, je ne compte pas sur eux, n'est-ce pas? Je pense que les autorités maliennes et burkinabés sont en train de faire le job. Vous voyez même tout, la semaine dernière, le président du Tchad
est allé au front. Le maréchal Mahma dit il était au front, il a maté les éléments de Boko Haram. Ils étaient, je crois, à peu près 200 à être tués. Il a nettoyé la zone, il est retourné à N'Djamena, comme le faisait son frère. Donc, c'est vous dire quoi? Ce n'est que nous-mêmes, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est une responsabilité nous incombe à nous de prendre les soins de taureau par les cornes et de prendre nos responsabilités par la suite. Refuser de subir, c'est passer à l'action. À vous, Monsieur Suleiman Hamzat, nous vous souhaitons passer d'excellents moments en compagnie des programmes de For You Télévision. On espère vous avoir dans les prochaines éditions. Bon début de semaine. Et donc, sur ce plateau, elle nous a rejoint. Il s'agit bien sûr de P, avec qui nous allons faire le tour justement des informations sportives. Comment a été le week-end du côté du Burkina Faso. Nous parlerons également d'athlétisme, sans oublier justement la CAN féminine Maroc 2022 avec les Lions indomptables qui sont arrivés hier soir et qui, voilà, je crois, seront du côté de Douala avant de s'envoler le 20 juin prochain pour Paris, dans le cadre bien sûr de cette CAN féminine. Et puis, on reviendra également sur ce footballeur camerounais qui fait le buzz depuis donc quelques jours. Il s'agit de Nourountolo. Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, nous en saurons davantage juste derrière ceci. Et voilà, nous sommes là. Elle est là. P, bonjour, bienvenue. Bonjour Linda, bonjour à tous les téléspectateurs de For You Télévision ainsi qu'aux internautes. Alors, nous commençons avec le Burkina Faso, où justement l'ex-joueur des étalons, Jonathan Pitroipa, voilà, futur candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Après sa carrière de footballeur, Jonathan Pitroipa pourrait devenir dirigeant de football dans son pays. Dans un message d'ailleurs énigmatique, l'ancienne star des étalons du Burkina Faso a semblé faire part de son vœu secret et il cite Samuel Eto'o comme exemple d'ailleurs illustratif. Alors il le dit, il est temps de faire bouger les lignes, on va chercher la présidence. Samuel Eto'o a-t-il posté sur son compte Instagram. Alors, ce ne sera donc plus une surprise si, dans quelques mois, Jonathan Pitroipa annonçait clairement sa candidature au poste de la présidence de la Fédération burkinabé de football. Alors, on rappelle également que Jonathan Pitroipa a porté le maillot de l'équipe nationale à 61 reprises entre 2004 et 2019. Il compte à son actif 18 buts en sélection. L'ancien footballeur, aujourd'hui âgé de 36 ans, a joué en Allemagne dans les clubs de Fribourg et d'Hambourg. Il a aussi fait le stade Rennais, de Paris FC en France, sans oublier les Émirats arabes unis où il a porté les couleurs d'Al Jazeera. Et nous parlons d'athlétisme comme annoncé justement à votre arrivée ici. C'est le Kenya qui finit donc en tête des championnats d'Afrique 2022. Le Cameroun n'est pas en reste, qui remporte notamment une médaille d'argent. Voilà. Les championnats d'Afrique d'athlétisme 2022 se sont achevés ce 12 juin à Côte d'Or sur la première place du Kenya avec 23 médailles, dont 10 or, 10 titres qui lui permettent de dévancer l'Afrique du Sud qui compte déjà 36 médailles, dont 9 dorées. À noter également ce dimanche le sacre de la Nigérienne Aminatou Seni sur 200 mètres et la médaille d'argent du Camerounais Emmanuel Alobouédé sur la même distance. Et puis la Chine, on parle du nouveau décisif Christian Bassongo qui évite donc la première défaite justement à son club cette saison. À l'occasion de la 3e journée du championnat chinois, Shakai Shenhua a obtenu le point nul grâce à une passe décisive de Christian Bassongo. Belle performance d'ailleurs du Camerounais qui permet à son équipe de ne pas connaître sa première défaite, alors que la première défaite pour Shakai Shenhua se dessinait face à Wuhan lors de cette 3e journée. Alors on va dire également que Christian Bassongo a délivré une passe décisive pour offrir le point nul.
Sur une passe du Lion indomptable, Bi Dianao a dévancé 2 défenseurs pour marquer de la tête à la 93e minute pour aider Shanghai Shenhua à obtenir un match nul contre Wuhan Three Towns. Et puis, nous restons dans le football, mais cette fois-ci au féminin, avec bien sûr les Lions indomptables. Nous parlons de la CAN féminine Maroc 2022 avec cette bonne nouvelle dans la tanière. C'est donc l'entrée en scène, bien sûr, de Estelle Johnson qui a finalement rejoint la tanière des Lions indomptables. Absente sur la liste des présélectionnés, Estelle Johnson va finalement rejoindre la tanière des Lions indomptables dans les prochains jours pour les matchs amicaux contre le Sénégal et la France, ainsi que pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022, a annoncé son club Gotham FC aux États-Unis. En effet, en plein début du championnat, le club ne voulait pas libérer sa joueuse devenue incontournable en défense centrale. Une entente va être trouvée d'ailleurs entre la joueuse et le club afin de permettre à celle-ci de rejoindre la tanière des Lions dans les prochains jours. Et nous quittons des Lions indomptables pour atterrir chez les Lions et parler justement d'un lion qui a l'air plutôt forace que d'habitude. Il s'agit de nous. Voilà, on va dire que la vidéo montrant l'arrière-gauche international camerounais agressant un agent de sécurité à l'aéroport de Simalène Yaoundé a fait le tour des réseaux sociaux avec son lot de condamnations. Et d'ailleurs, vous pouvez l'apercevoir, cette vidéo en question. Elle a été publiée par Big Zouimanto sur son compte Facebook où l'on aperçoit le défenseur de Seattle Sounders, Numutolo, s'en prendre violemment à un agent de sécurité à l'aéroport de Yaoundé qui tardait à laisser le passage ouvert au véhicule qui le transportait. Selon l'auteur de la diffusion de cette vidéo qui provient des caméras de surveillance, la scène s'est passée vendredi dernier. Même si on ne peut percevoir d'ailleurs les échanges entre l'agent de sécurité et le Lion indomptable, on peut tout de même remarquer l'attitude violente de Numutolo qui menace, bouscule et on voit même valser le chapeau de l'agent de sécurité. Alors nul doute que sans la présence d'un des accompagnateurs du Camerounais, il aurait asséné des coups de poing à cet agent de sécurité. Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'ancien joueur de Botafogo FC de Douala soit impliqué dans une scène de violence. On se souvient bien également qu'il s'en était pris violemment à une hôtesse de l'air lors d'un voyage par avion des Lions indomptables et la vidéo de son acte avait suffisamment été relayée sur les réseaux sociaux. Alors son caractère violent a commencé à agacer les internautes qui ont demandé que le Lion indomptable formule des excuses publiques à l'endroit des fans, à l'endroit même aussi de la fédération camerounaise. Des excuses qui ont été d'ailleurs présentées hier par le joueur camerounais Numutolo pour cet incident malheureux qui est survenu la nuit du vendredi. Et bien dans un message, Numutolo a tenu à s'expliquer sur les événements, mais surtout présenter ses excuses à l'agent de sécurité en question et à l'ensemble de ses collègues, également à la Fédération camerounaise de football. Et par la suite, il a rappelé son amour et son engagement pour les Lions indomptables du Cameroun. On va également terminer en disant que cette sortie devrait tout de même calmer ses fans et autres internautes qui se sont révoltés après la diffusion de cette vidéo. Quelle violence! Avec le concours peut-être de la réalisation, revoir un peu la gestuelle qui exprime la voracité de ce lion indomptable, très en colère. On va dire une voracité digne d'un enfant de Bailonga City. C'est un peu trop dire quand même, Linda, mais bon, oui. Bah, c'est juste pour rire, c'est pour rire. Oui. Voilà, c'est pour rire, mais une violence quand même. Donc on peut aussi comprendre, parce que quand cet acte se pose, on revient là, justement, encore du dernier match, avec la colère verbale du président de la FECAFOOT. Et selon les informations que nous avons reçues, il y aurait une bagarre dans les vestiaires. Donc, on peut comprendre que les gars étaient encore... étaient un peu démoralisés par le message voilà. du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Mais bon, on a également eu des posts de Kartoko Ekambi qui a vraiment reconnu les efforts de Samuel Eto'o à essayer de les ramener à l'ordre. Et il a d'ailleurs dit qu'il
lui, en tant que footballeur, il va tout faire pour être à la hauteur de la tâche qui lui est assignée. Mais bon, en tout cas, qui se termine bien. En tout cas, pour s'excuser, il faut t'avouer, être à moitié pardonné. Donc nous, nous te pardonnons. Oui. Et nous savons que voilà, tu es un humain. C'est pas parce que tu es Nourutolo, le lion indomptable, que tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà. Le plus important était que tu présentes tes excuses, chose qui a été faite, même s'il y en a qui ont estimé que Samuel Eto'o devra même le suspendre, parce que c'est une grosse faute. Oui, c'est une grosse faute. Mais bon, il a quand même vite fait de s'excuser immédiatement pour que tout rentre dans l'ordre. Merci beaucoup, P, pour toutes ces informations. Bon début de semaine. Bon début de semaine à toi, Linda, ainsi qu'aux téléspectateurs. La suite, c'est tout de suite. Et voilà, nous poursuivons notre dernière partie de cette édition For You Matin. Place actuellement à la culture, avec bien sûr Madame ou Mamiselle Mouto. Bonjour. Bonjour Ndedi, bonjour à Monsieur Célestin Jamène, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de For You TV. J'espère que vous allez bien, heureuse d'être avec vous ce matin. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la culture, il n'y a pas de violence parce que la culture, elle est douce, elle adoucit les mœurs également. Et donc nous allons parler de Miss Handicap Cameroun 2022 qui a donc été élue ce week-end. C'était bien sûr à l'occasion de la 5e édition et puis nous parlons également de la 10e édition du festival Afropolitain, Nomade, qui se tiendra du 25 au 26 juin. Et puis, nous allons sortir avec, bien sûr, la Camerounaise Verouchka. On espère comment pour cette fois-ci, si du côté de la musique, ça n'a pas donné. Peut-être du côté, bien sûr, de la beauté, la mode. Miss Ronde, ça pourra donner quelque chose. Alors, espérons. Avec vous, Miss Handicap Cameroun. Félicia Lorane Linda est celle-là qui représentera la femme handicapée. Elle a été élue samedi le 11 juin ici même à Douala. Elle est la 5e Miss Handicap Cameroun. Elle est celle-là qui porte la femme handicapée camerounaise. Les femmes handicapées nous ont montré combien de fois est-ce qu'elles étaient talentueuses malgré leur handicap. Elles se sont dominées, elles se sont manifestées avec aussi le soutien de nombreuses autres Miss, à l'instar de la Miss la Miss Mom Anglam 2021 et sa première dauphine qui n'a pas hésité à soutenir ces différentes Miss handicapées. On peut avoir l'extrait de l'élection. DJ Lance. Bravo mesdames, bravo, vous pouvez applaudir pour vous-même, vous pouvez applaudir, voilà. On va inviter madame la colombienne également si on dit Cameroun 2022. DJ Lance. Bravo mesdames, bravo, vous pouvez applaudir pour vous-même, vous pouvez applaudir, voilà. On va inviter madame la colombienne également Félicia Lorane qui a été élue Miss Handicap Cameroun 2022. Il faut rappeler qu'elle est une handicapée motrice et donc plusieurs handicapés étaient présents. Et je l'avais dit le week-end, vendredi dernier, que cette 5e édition avait beaucoup d'articulation et d'innovation. On a noté la présence des Miss handicapées de plusieurs pays, notamment de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Mozambique, voilà, qui sont venus partager leur expérience avec ces Miss handicapées camerounaises. Eh bien, c'est Félicia qui a été l'élu du public ou alors cette 5e édition. Du jury, voilà, de cette 5e édition. Alors là, nous partons de la 5e édition de Miss Handicapée pour la 10e édition du festival
afropolitain nomade qui se tiendra du 25 au 26 juin prochain. Exactement, mais il faut d'abord rappeler que le festival Afropolitain Nomade est une plateforme d'échange culturel et artistique qui met en avant la musique et les arts comme moyen d'action. Il faut rappeler que c'est un partenariat avec le Conseil des arts de Montréal. Donc les artistes montréalais viendront partager leur expérience professionnelle avec nos différents artistes camerounais. Et il faut rappeler que c'est un événement africain parce que plusieurs pays africains viendront à l'instar de la RDC, la RCA, voilà, le Congo, plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, il sera également de la partie. Et puis les participants auront la chance de bénéficier des formations, des ateliers, des concerts, des projections cinématographiques, des masterclass et bien d'autres. Je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs pays y participera, la Côte d'Ivoire, la RDC et même le Canada parce que c'est un partenariat avec le Conseil des arts de Montréal. Donc, à l'occasion du lancement des activités, ce jeudi même 16 juin, il se tiendra une conférence de presse à l'hôtel Starland à Bonapriso. Voilà, autour de cette conférence, il y aura des échanges sur le déroulement le contenu du festival qui, depuis une décennie, parcourt l'Afrique à non seulement connecter les auteurs et les industries culturelles et créatives. Donc, c'est un festival qui va mettre en avant toutes les cultures artistiques africaines. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, la RDC, la RCA et même le Canada. Donc, plusieurs artistes montréalais viendront partager leur expérience avec nos différents artistes ici au Cameroun. La 10e édition se tiendra du 25 au 26 juin 2022 ici même à Douala. Donc je vous invite à y être. Ce sera vraiment une expérience magnifique. Et oui, puisque comme son nom l'indique, on parle d'un festival nomade, donc on peut comprendre que tous les participants et effectivement les acteurs sont donc des nomades de l'art. Et donc on sort avec la Camerounaise Verouchka, voilà, d'un pas à la beauté, d'un pas au fashion, enfin du fashion à la beauté. Il n'y a qu'un seul pas à faire. Voilà. Et aujourd'hui, Verouchka est donc candidate à Miss Ronde, Miss Monde Ronde. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est à travers sa page Facebook que la chanteuse camerounaise Verouchka a confirmé avoir été retenue au concours de beauté Miss Ronde Glamour France 2022. Donc, après sa participation, je l'ai dit tout à l'heure, après la musique, on se penche maintenant vers la beauté. Peut-être la base, ça ira si avec la musique, ça n'a pas été, voilà. Donc, après sa participation en 2020 au concours de Voice France, il faut rappeler qu'à ce concours-là, elle est arrivée en quart de finale, mais malheureusement, n'a pas été retenue pour la demi-finale et autres. Mais il faut rappeler elle s'est manifestée avec une très très belle prestation que le public, que le jury, je veux dire, a apprécié. On va regarder sa prestation à The Voice France et on revient. Voilà, c'était en 2020 lors de son passage au concours de Voice France. Elle a séduit le public avec cette belle prestation, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée à la course qui prône les belles femmes rondes. Voilà, donc beaucoup de courage à notre Camerounaise et bonne chance à toi. Tout le Cameroun est derrière toi. Merci beaucoup, Mademoiselle Mouto, pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons quand même une excellente journée et très bon début de semaine. Merci, Dédi. Bon début de semaine à toi également, à notre invité et aux nombreux téléspectateurs de For You TV. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles informations. Alors... Et donc, c'est vrai que nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition. Célestin Djamène, peut-être le mot pour la fin? Écoutez, c'était une émission très, très passionnante. On a abordé des sujets qui sont importants pour les Africains. Je crois qu'aujourd'hui, on a compris que l'Afrique n'a qu'un seul objectif,
retrouver les forces qui lui permettent de prendre son destin en main. C'est le message que je peux passer aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, parce que j'ai coutume de dire que le Cameroun, c'est mon quartier et l'Afrique, mon pays. Une façon de dire qu'il faut absolument qu'on revienne à de bons sentiments et qu'on comprenne que sans unité, on ne peut pas constituer une force contre tous ceux qui ne veulent pas du relèvement et de la renaissance de l'Afrique. Donc moi j'ai dit, gardons confiance, l'espoir est là, nous avons tous les privilèges que la nature nous a donnés pour être un très grand continent. Nous sommes le premier continent de la vie sur la planète. Le berceau de l'homme, c'est l'Afrique, le berceau de la science, c'est l'Afrique. Il n'y a donc pas de raison que nous désespérions. C'est pour ça que je continue de dire qu'on va suivre les exemples posés par à la fois M. Touadéra et M. Assimi Goïta, parce que j'ai l'impression que c'est un nouvel ère qui commence pour l'Afrique. En tout cas, je dis bravo au peuple tchadien, bravo au peuple malien, et peut-être demain bravo au peuple nigérien, qui commence à ouvrir les yeux, et ça doit envahir toute l'Afrique. D'ailleurs, le mouvement va jusqu'en Afrique du Sud, puisqu'aujourd'hui, on sait quels sont les véritables amis et les ennemis de l'Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Je vous en prie. Merci également à vous d'avoir répondu présent. C'est terminé donc pour For You Matin, édition de ce lundi matin 13 juin. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. La suite de nos programmes, c'est bien sûr sur ces mêmes antennes avec bien sûr les informations. En continu, excellente semaine à vous.